Amis cyclistes, amis amateurs de vélo, je vous dis bonjour et vous souhaite la bienvenue dans ce 4e numéro de Parlons Vélo. Chaque podcast nous donne l'occasion d'aller à la rencontre de ceux qui font vivre le vélo à leur manière et qui, eux aussi, ont des choses à nous raconter sur le cyclisme, leur métier et l'actualité. Aujourd'hui, je reçois le coach mental Denis Troche qui a entraîné de nombreux cyclistes sur route ou sur la piste. Il a collaboré pendant 7 années avec la FDJ, a vu tomber et se relever bon nombre de champions. Il me semblait intéressant de connaître un peu mieux ce métier et ce qu'il pouvait apporter au monde du cyclisme. Si ce podcast vous a plu, à la fin de votre écoute, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à le partager autour de vous. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute. Est-ce que vous pourriez tout simplement vous présenter un petit peu, présenter votre parcours qui est vraiment atypique, qui vous a amené aujourd'hui, je crois que vous venez d'avoir 60 ans cette année, Oui. donc en passant par footballeur, entraîneur du PSG notamment. Ouais, bien sûr. Donc très rapidement, je m'appelle Denis Troche, j'ai 60 ans, je suis issu du monde du football. J'ai commencé à 17 ans en région parisienne dans un club qui s'appelle le Red Star. J'ai terminé ma carrière de joueur à 25 ans. Je me suis blessé sérieusement. Et du jour au lendemain, je suis passé de joueur à entraîneur. J'ai fait entraîneur 23 ans. 23 ans, il m'a manqué beaucoup de choses. Même tout au long de ma carrière de joueur, d'entraîneur et d'homme, il m'a manqué plein de choses. Et je me suis attardé là-dessus pour me rendre compte qu'on m'avait jamais appris à prendre des décisions, jamais appris à me sublimer, jamais appris à me concentrer, jamais appris à avoir confiance en moi, à avoir une bonne estime de moi. Et il y a une vingtaine d'années, j'ai repris des études à l'université, préparation mentale à Dijon. J'ai fait 2 ans de management à Limoges. Je fais 2 ans de coaching, d'accompagnement de la personne, des équipes ou des organisations. Et finalement, il y a 10 ans, j'ai décidé de sortir du football pour m'atteler à accompagner les sportifs, mais aussi les dirigeants d'entreprise, mais aussi monsieur, madame, tout le monde, avec un outil que j'ai pu trouver, ou un concept, un outil qui est autour du bon sens. Donc j'ai quelque part théorisé le bon sens, qui m'a amené à travailler avec des équipes de vélo, des équipes de football, de rugby, handball, mais aussi dans le monde de l'entreprise ou en politique. Et finalement, ce métier-là, ça vous est venu, parce que vous avez dit, vous avez été entraîneur juste avant, Ouais. ça vous est venu comment l'idée justement de devenir coach de bon sens quelque part? Parce que je pensais que il serait bon de trouver des outils qui soient accessibles à tous. Alors au départ, je pensais aux joueurs et aux entraîneurs, puis aux collaborateurs, aux managers, puis aux enfants et aux parents. Et je me suis dit, les outils que je vais trouver, issus de cette cristallisation de 3 polarités, le coaching, la préparation mentale, le management, et plein de bon sens, qui là devaient être validés sous stress, sous pression, avec de l'enjeu, etc. Et ces outils devaient être utiles à tout le monde, aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux vieux, aux dirigeants, aux sportifs, à tout le monde. Et c'est comme ça que je me suis attelé à travailler sur cette théorisation du bon sens. Et sur le bon sens qui est pas le même, le vôtre n'est pas le même que le mien, que celui d'une équipe qu'on pourrait former ou celui d'un club ou d'une entreprise. Et donc voilà. Et c'est quelque chose que vous aviez théorisé en tant que footballeur ou vous a fallu véritablement, ce que je pense? En fin de compte, depuis l'âge de 18 ans, tous les jours, sans exception, je prends des notes des comportements des gens qui se trouvent autour de moi. Tous les jours, sur des nappes de papier, sur des serviettes, sur des papiers, sur des cahiers, sur des blocs-notes. Tous les jours, des feuilles volantes. Je notais tout ce que je comprenais pas, qui me permettait de réussir, perdre, des relations conflictuelles. Tout ce qui me passait par la tête, qui n'avait pas de réponse, je le notais. Et j'ai repris toutes ces notes, des piles de notes, il y a une douzaine d'années, pour surligner tout ce que je pouvais traduire et tout ce que je pouvais comprendre avec des outils que j'ai pu apprendre dans les différentes universités ou que j'ai appris dans la vie. C'est l'analyse transactionnelle, la systémique, la PNL, la gestalt, la psychologie, tout ce que j'ai pu apprendre, le management, m'ont donné des outils. Pour autant, quand j'ai surligné tous ces comportements que je connaissais, il y en avait beaucoup que je connaissais pas, que j'avais toujours pas la réponse. Sauf que une chose pouvait résoudre une bonne, voire la quasi-totalité de ces problématiques non résolues par des outils, c'était le bon sens. Si on raisonnait par le bon sens, on pouvait trouver des réponses aux questions qu'on pouvait se poser. Et je suis parti là sur la théorisation du bon sens. Et par rapport justement, je pose la question à l'ancien footballeur.
Mais Ouais. quel regard vous auriez eu, vous, en tant que footballeur à l'époque, donc footballeur de 24 ans, sur Denis Troche aujourd'hui? Vous voyez, quelle vision vous pouviez avoir de ce type de métier en tant que jeune footballeur? Non, non, alors, moi j'aurais été contre l'approche mentale, pensant que j'étais capable par moi-même de m'en sortir. J'étais très égoïste, très égocentré, mais c'est véritablement ce que je pensais. Je pensais que jamais je n'aurais supporté qu'une personne puisse rentrer dans ma tête. C'est pour cette raison que je suis allé sur des outils très simples. Vous auriez eu besoin, oui, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, oui. mais c'est quelque chose... Bien sûr, comme tout un chacun d'entre nous a besoin de répondre à des questions qu'il se pose. Si on se pose une question, c'est qu'on n'a pas la réponse. Et malheureusement, on n'ose pas ou on ne va pas aller la rechercher en règle générale. À mon époque, moi, c'était comme ça. Donc je me suis dit, il faut trouver quelque chose qui puisse être entendu et que chacun, de par ce qu'il va entendre, va en faire ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il va créer des micro-anticorps, c'est-à-dire des petits bonhommes dans sa tête qui vont lui dire « Ah, cette information, elle est bonne et tu pourras t'en resservir demain et après-demain si jamais il y a quelque chose qui ressemble à ce que tu viens d'entendre dans ta vie, qui pourrait te contraindre à te blesser, à être en méforme, à ne pas comprendre l'autre, ou à ne pas être en relation avec les autres. » Je me suis posé ces questions pour que je puisse transmettre tout ça sans que ce soit descendant, conditionnant, ou que ce soit traumatisant par la force des choses, parce que tout est bienveillant, bien. Avant de rentrer un petit peu dans le métier en lui-même, comme vous avez une carrière sportive, une carrière maintenant de coach mental, est-ce que c'est quelque chose est-ce que vous pourriez faire autre chose finalement que ce que vous faites aujourd'hui? Oui, bien sûr, ça m'a permis aussi d'être dirigeant d'entreprise. Depuis 10 ans, je suis dirigeant d'entreprise, j'ai monté mon entreprise. Au départ, j'étais seul, après on a été 3, après je fais travailler des formateurs, il y a une douzaine de personnes. Ensuite, je crée une franchise, donc un partenariat sur toute la France avec le même concept. Donc oui, je sais qu'aujourd'hui, un sportif de haut niveau, quel qu'il soit, quand il a travaillé dans un domaine spécifique, il est capable aussi de faire autre chose, c'est-à-dire pas forcément un autre sport de haut niveau, mais il est capable de faire un autre métier parce qu'il a toutes les qualités, en règle générale, qui sont reconnues dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire la persévérance, le courage, l'abnégation, la solidarité, la motivation, l'engagement, l'intention de bien faire. Donc le sportif, ça lui manque certes la technique, mais quand on sait qu'on peut apprendre à fabriquer du pain en moins de 2 ans, qu'on est capable de faire médecine en 7 ou 10 ans, il n'est pas trop tard. Maintenant, sur votre métier, rapidement, quel a été votre premier contrat? J'ai regardé quelques citations de vous, je pense. Premier contrat? Voilà, votre premier contrat. Je sais que vous avez entraîné Freddy Bichot, donc je voudrais en parler tout à l'heure. Mais est-ce que ça a été votre premier contrat? Vous avez eu des contrats auparavant? Alors, j'ai eu un premier contrat dans l'entreprise parce qu'au départ, je voulais pas travailler dans le monde du sport. Je me suis dit, pour voir si l'action est positive, si le concept fonctionne, il faut que je me mette en place autre part que dans le domaine où j'ai été reconnu avec une expertise, c'est-à-dire le football. Il faut que je fasse ailleurs. Et là, on m'a fait confiance parce que j'ai accompagné un jeune pilote automobile qui faisait notamment donc les 24 heures du Mans. Et je l'accompagnais et son père m'a proposé à une entreprise. Et cette entreprise m'a ouvert les portes pour accompagner les managers, puis accompagner les franchisés, puis accompagner le dirigeant, etc. Et ça m'a mis le pied à l'étrier. Et ensuite, dans le monde du sport, j'ai accompagné effectivement Freddy Bichot qui était mayennais, donc ensuite François Pervis qui est aussi mayennais. Et grâce à cette reconnaissance dans le monde du cyclisme, j'ai pu par la suite accompagner des équipes donc sportives, cyclistes comme Agritubel, Bouygues Télécom à l'époque, Euroscar par la suite sur des bribes de saison, la Française des Jeux pendant 7 ans. Encore voilà, donc principalement ces équipes et des cyclistes, des individus, des en individuel, voilà, depuis 10 ans maintenant. Ce que vous avez dit est intéressant, vous parlez beaucoup de la Mayenne. Vous avez une relation spécifique avec ce département? Oui, j'ai entraîné 2
2 fois Laval, le club de Laval, dans les années 95 et les années 2005. Donc à ce moment-là, j'avais un petit nom en Mayenne, et et j'ai connu donc Marc Madiot, parce qu'il est mayennais, et Yvon Madiot, donc ils sont mayennais entre autres, et ils ont appris que je travaillais dans le monde de la préparation mentale après avoir été entraîneur, et Marc a fait appel à moi sur une étape du Tour de France, sur une journée où il y avait une journée de repos et que l'équipe tournait pas très bien pour lui à son goût. Et il s'est dit, je vais faire venir quelqu'un pour rebooster tout le monde. Et il m'a fait venir, et le lendemain, je suis venu sur une journée, j'ai travaillé avec les coureurs et notamment avec Santi Cazard, et le lendemain, il a gagné l'étape. Donc ça a tout de suite ça m'a mis le pied à l'étrier, ou plutôt fait connaître dans le monde du cyclisme, puisque 8 jours après ou 10 jours après, dans ce même Tour de France, on m'a appelé pour me demander d'accompagner un autre cycliste d'une autre équipe. Et c'est ce que j'ai fait. Et ce cycliste-là, le lendemain, il gagne une étape du Tour de France, Pierrick Fédrigo. Et Cazard finit deuxième. C'est-à-dire que sur 2 jours, les lendemains de ces 2 rencontres, que je connaissais pas du tout Sandy, je connaissais pas du tout Pierrick, les lendemains, ils ont tous les 2 gagné. Donc c'était un peu peut-être de la chance, ou tout simplement un bon moment. Les directeurs sportifs avaient bien senti que c'était le moment pour les coureurs d'avoir un coup de boost, d'être reboostés, d'être recentrés sur le tour. Et voilà comment ça s'est fait. D'accord. Alors on va y revenir parce que c'est quand même très intéressant. Le cyclisme, en règle générale, quel rapport vous aviez avec le cyclisme dans votre histoire personnelle? Personnellement, oui. J'ai toujours été hyper respectueux des cyclistes, parce que ne serait-ce que par exemple lorsqu'on était en stage de football, j'ai entraîné 23 ans, on était souvent en stage au mois de juillet, le championnat commençait au mois d'août, et quand il y avait le Tour de France, je faisais des entraînements en fonction des arrivées, alors notamment les arrivées en col, les arrivées de montagne. Je faisais toujours en sorte que les entraînements avaient lieu ou avant l'arrivée ou après l'arrivée. Ça tombait très bien, les arrivées avaient été sur le coup de 16 heures, je disais toujours à 16 heures au mois de juillet, il fait trop chaud, faut qu'on s'entraîne soit le matin de bonne heure, soit le midi, mais certainement pas à 15-16 heures, et on fait l'entraînement vers 17 ou 18 heures. Ça m'arrangeait bien parce que ça permettait aux footballeurs de pouvoir regarder ce qu'était l'effort en montagne de tous ces coureurs qui étaient investis sur le Tour de France. Et c'était au-delà du Tour de France, c'était un sport que vous regardiez? Non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Non, pas plus que ça. J'ai toujours été respectueux de ce sport, bien sûr, mais je peux pas dire que je regardais les classiques, que je regardais toutes les courses particulières françaises et internationales. Oui, après Milan-San Remo, le championnat du monde parfois, mais c'était pas plus que ça à l'époque. Je reviens un petit peu sur le coaching de Freddy Bichot, parce que il a commencé en 2007, et votre entreprise, si j'ai bien tout compris, vous l'avez commencé en 2009. Est-ce que déjà la chronologie est bonne? Et du coup, quelle importance a eu ce coaching? Est-ce que c'est un coaching particulier pour vous, justement? Freddy est un coureur qui était à la Française des Jeux et mayennais. Donc à ce moment-là, il est venu voir pour me demander si je pouvais l'accompagner. Donc j'ai commencé à l'accompagner. D'abord, il voulait physiquement, mentalement, il faisait pas trop la part des choses. Moi, je dis, mais physiquement, je sais pas faire. Hein. Plutôt que je peux mentalement. Et pourtant, il m'a demandé de lui faire des plans d'entraînement. Et donc, j'ai accompagné sur des plans d'entraînement. Bien sûr, il m'aidait, et on en parlait avec l'équipe dans laquelle il était à l'époque. C'était donc chez Agrituel. Et voilà. Et il voulait faire le Tour de France. Il n'avait pas fait avec la Française des Jeux. Il voulait faire le Tour de France. Et puis, de ce fait-là, il a réussi quelques mois après à faire ce Tour de France, qui lui a permis de se rebooster, surtout de se remotiver vers quelque chose qui était finalement une bonne chose, de sortir d'une grande équipe, aller vers, je pense, et d'aller vers chez Agrituel, et de se refaire une santé, et surtout de refaire le Tour de France et prendre énormément de plaisir pour pouvoir terminer sa carrière avec un titre de champion de France amateur. Et
on a parlé de Casar, Fredrigo, là on parle de Bichot. On parle à chaque fois d'objectifs assez forts parce que finalement il y a une victoire d'étape pour les deux derniers. Freddy Bichot il fait un Tour de France. Qu'est-ce que vous leur dites finalement pour qu'on arrive à ce résultat? Énormément de choses et peu à la fois. Je ne fais que les écouter et voir qu'est-ce qui pourrait être un blocage. Qu'est-ce qui peut bloquer la personne de tirer le maximum de son potentiel. Et mon job à moi, c'est simplement de chasser les freins et chasser en plus des freins, chasser tout ce qui pourrait interférer pour que le coureur utilise tout son potentiel, c'est-à-dire les enjeux, le stress, la fatigue, la peur, toutes ces choses qui pourraient lui faire regretter un jour de ne pas avoir utilisé ses connaissances et ses compétences. Alors ça dépend, bien sûr, parfois le déclic se fait quasiment immédiatement, et parfois il est nécessaire de prolonger, de répéter quelques exercices mentaux qui sont simples, qui sont très simples, mais qui permettent à la personne de pouvoir se retrouver et savoir que le potentiel est là. Il s'agit simplement de mettre les choses dans le bon ordre. C'est la confiance, principalement c'est la confiance. Quand on sait qu'un coureur qui arrive, un cycliste qui arrive en professionnel, s'il signe pro, des néo-pros, en règle générale, à l'époque, c'est-à-dire il y a 10 ans, c'est moins vrai aujourd'hui, ou 10 ou 20 ans, c'était un coureur qui avait énormément gagné en jeunes. Dans les équipes de jeunes, il avait gagné. Et d'un seul coup, quand il entre dans une équipe pro, c'est le cas moins maintenant, mais c'est le cas à l'époque, il venait de gagner plein de courses, et d'un seul coup, il devient coéquipier. C'est-à-dire qu'il doit courir pour un leader. Et donc, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on lui demande de courir pour les autres. Et il oublie ce qui était sa qualité principale, c'était de finir et d'être un leader. Et donc, ils perdent en règle générale leur confiance et leur capacité à gagner des courses avec leur potentiel et leur force et leur domaine d'expertise. Et donc moi, mon job, c'est de dire, vous avez déjà gagné un jour, est-ce que la victoire est-ce qu'elle appartient qu'aux autres? Non. Qu'est-ce qui pourrait t'autoriser à gagner? Comment faire pour chasser ce frein qui t'empêche de gagner? Voilà, toutes ces choses qui vont être simplement des pistes, et il prendra la piste qui l'amènera à sa propre finalité. Et moi, je la connais pas. Il y a que lui qui connaît ça. Et par exemple, s'il veut pas être premier, je dis, ok, tu peux ne pas vouloir être premier, mais sache de toute façon qu'il y aura toujours un premier. Si c'est pas toi, c'est un autre. Donc si tu veux pas avoir de regrets, fais ce qu'il faut pour gagner. Pour autant, si tu gagnes pas, c'est pas dramatique, tu auras progressé et tu auras obligé l'autre à se surpasser. Donc c'est à chaque fois tu es gagnant. Chaque fois que tu vas t'investir totalement en utilisant tout ton potentiel, tu seras gagnant et tu auras gagné quelque chose, ne serait-ce que te dépasser et être satisfait de soi. Vous avez déjà rencontré des coureurs qui vous ont dit « je ne veux pas gagner » Parce que c'est ce que j'ai compris là. Donc non, ils disent pas ça. C'est qu'inconsciemment, ils peuvent avoir des freins et pas savoir pourquoi ils ne gagnent pas. Et ils veulent, au fond d'eux, ils disent non, je fais tout pour gagner, mais je gagne pas. Et je voulais un exemple. Et j'ai eu un cycliste un jour qui est venu voir, qui me dit, viens voir, tout simplement, parce que j'ai un problème, c'est que tout le monde pense que j'ai un potentiel de fou, que je dois gagner plein de courses, mais j'en gagne 0. Un pro, hein. Je dis ok, et puis j'ai mais qui tout le monde? Et il me dit ma famille, mon frère, mon père, des amis, alors là je vois le truc, oui, mais il dit non, mais aussi des coureurs, des directeurs sportifs, des entraîneurs me disent que j'ai le potentiel, mais je me bloque, je me freine. Et je lui dis écoute, on va faire quelque chose. Tu m'as dit que tu avais un frère, c'est quoi ton frère? Il dit oui, j'ai mon frère aîné. Et je lui dis il fait du vélo, il me dit non, pas du tout. Je lui dis écoute, ce que tu peux faire, je te propose, c'est de l'appeler. Là, tu me dis maintenant, je dis oui, tu l'appelles et tu lui demandes si tu as le droit de gagner. Comment ça? Oui, tu l'appelles, tu lui dis voilà, est-ce que j'ai le droit de gagner? Ah oui, ok, je le fais. Donc il appelle en direct son frère et il lui demande, il dit voilà, je suis avec quelqu'un, tu connais pas. Et il me demande de te demander si j'ai le droit de gagner. Son frère, au bout du fil, il est mort de rire. Hein. Il dit bah oui, tu peux gagner, tu peux y aller, vas-y. Et je lui réponds ça. Il dit oui, ok, je te ce gars-là dit à son frère, oui, écoute, je te rappelle, je te dirai pourquoi, allez, je t'embrasse, un coup, et il raccroche. Et je lui demande, je lui dis, qu'est-ce qu'il a dit ton frère?
Je dis, mon frère, il était mort de rire, il a rigolé. Bien sûr il veut bien que je gagne. Au contraire, il sera content. Il me dit, mais pourquoi, Denis, tu m'as posé cette question? Je dis, mais écoute, parce que parfois, quand on est le numéro 2 dans une fratrie, je dis bien parfois, c'est pas une vérité, mais ça peut arriver, que quand on est le numéro 2, on a été élevé comme numéro 2, et on a toujours dit, bah écoute, suis ton frère, écoute-le, regarde ton frère, prends exemple sur, on passe à l'école, on arrive derrière le frère. Donc finalement, on a été habitué à être derrière quelqu'un, notamment son frère. Et peut-être qu'une autorisation simple de celui-ci peut débloquer une situation. Tu restes derrière, il a gagné, pas la semaine qui a suivi, mais des semaines plus tard. Je sais pas si je me fais comprendre. Ah, c'est très très clair. Non, c'est très très clair, mais ça, du coup, ça amène bien la question que je comptais poser juste après. Et parce que j'ai vu des interviews où vous prenez position et vous dites que c'est absolument pas la même chose. Mais c'est vrai que quand je vous entends parler, forcément, je me dis qu'il y a un petit côté de ça quand même. C'est quelle différence y a-t-il entre un coach sportif mental et un psychiatre? Alors, je sais que vous allez me dire que c'est radicalement différent, mais c'est vrai que quelque part. Non, pas du tout, pas du tout. Non. Les psychiatres, les psychologues font le même métier que moi, hein. Ils travaillent de la même façon. Et moi, en ce qui me concerne, pour autant, je fais pas leur métier. C'est-à-dire que eux, qui peuvent faire mon métier, peuvent très bien travailler sur l'approche mentale, la projection, la sophrologie, des choses comme ça. Mais moi, je n'irai pas sur le passé, c'est-à-dire, je n'irai pas travailler sur ce qu'a subi, vécu la personne dans son passé. Pour autant, s'il me parle de son frère, de sa mère, de sa famille, c'est, pour moi, je me dis, bah ouais, peut-être que c'est ça, il a peut-être été élevé de cette façon-là, mais c'est pas du tout intrusif. Il n'y a pas de porte ouverte sur la psychologie comme on en entend parler. C'est simplement du bon sens. Si on est élevé de cette façon, peut-être que ça peut jouer. C'est pas intrusif, hein, parce que quand on ouvre une porte, il faut la fermer. C'est ce que font tous les psychologues, psychiatres, psychanalystes. Et vous voyez, je sais pas si. Ah si, c'est clair, mais du coup, voilà. est-ce que ça vous est arrivé, sans bien entendu le nommer ou nommer le ou la personne, de justement de réorienter une personne justement vers un psychologue pour un suivi un petit peu plus. Bien entendu. D'accord. Bien entendu. Peut-être, je vais pas dire une fois sur 10, pas dans 10% des cas, mais dans 5% des cas, il y a un besoin, mais chez tout à chacun. Moi, je vais voir un psychologue pour ne serait-ce que faire mon métier proprement, sans intoxiquer entre guillemets de mes émotions toxiques la personne que j'accompagne, pour éviter de faire un transfert sur ce que moi j'ai vécu et que j'imagine que l'autre pourrait vivre. Ça c'est primordial. Donc oui, je me permets, et au contraire, je crois que certaines personnes viennent voir des coachs ou des préparateurs mentaux parce qu'ils n'osent pas dans un premier temps faire la démarche auprès d'un psy. Et mon job à moi, c'est de leur donner la force, la force ou la possibilité, justement, de consulter. Est-ce que au niveau, tout à l'heure on évoquait les croyances limitantes, alors vous n'avez pas employé le terme, mais je sais que vous l'utilisez en interview, c'est quand même un terme assez courant. Quelles sont les croyances limitantes? Est-ce qu'il y a des croyances limitantes qui sont spécifiques au cyclisme? Oui, plein. Moi j'ai appris par exemple, celle qui passe par la tête, c'est pas des expressions. Il y a une expression, la dep. La dep, c'est la déprime. Il y a que dans ce sport-là que j'ai appris ce mot, je connaissais pas. Et pourtant, dans le monde du sport, j'accompagne des sportifs. Mais la dep, avoir la dep, ou être dans la dep, c'est que dans le sport. Ça veut dire que comme on gagne pas souvent, on est souvent dans un état de déprime. Voilà. Donc ça, c'est sur les croyances. Oui, par exemple, j'ai accompagné un coureur il y a 8 ans à l'époque, et qui m'a dit, moi de toute façon, je gagne jamais avant le mois d'avril. Oui, ok. Mais tu peux me dire pourquoi? Il dit, parce que le temps que je me prépare, que je passe, j'ai dit, mais t'as pas le droit de gagner avant le mois d'avril, c'est ça? Il dit, non, mais c'est tout le temps comme ça, de toute façon, même quand j'en parle autour de moi, tout le monde dit, de toute façon, il faut que t'attendes le mois d'avril. Je dis, oui, effectivement. Et comme ça, tu vas gagner qu'à partir. Je dis, mais ça serait mieux pour toi. Je dis, oui, mais bon, c'est comme ça, je vais pas m'en faire. Ça veut dire que déjà, ils arrivent. Lui avait mis autour de cette faisabilité de gagner seulement après le mois d'avril,
que c'était une généralité, une normalité. Et il a fallu, à ce moment-là, déconstruire cette croyance. Je veux dire, et si par hasard tu gagnais au mois de mars, est-ce que ça serait compliqué? On me dit, bah non. Je dis, mais, et si tu te disais que les opportunités qui se présentent à toi peuvent se transformer en victoire, est-ce que tu prendrais ou pas? Je dis, bah oui, bien sûr, je vais pas laisser passer les opportunités. Je dis, donc, ok, donc ne change rien, ne change pas forcément ta façon de faire, mais dis-toi qu'il y aura peut-être des opportunités dans les mois ou les semaines à venir. Et finalement, bien sûr qu'il a gagné avant. Et c'est pas moi, c'est tout simplement parce qu'il s'est donné l'autorisation de pouvoir gagner avant le mois d'avril. Et ça, ce sont des choses très simples, mais on a tendance à se bloquer ou à prendre des généralités ou des expressions toutes faites qui vont nous bloquer, nous freiner. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien. Mais par exemple, là, si je vous dis l'avenir appartient aux gens qui se lèvent, tous ces dictons, toutes ces expressions qui sont bloquantes et sclérosantes parfois, qui peuvent être très bonnes pour certaines personnes, quand les personnes, nos parents, disent oui, faut se lever de bonne heure, l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt, mais que vous êtes vous contraint à ça, tous les jours vous entendez cette chose-là, et que vous entendez ça, vous pensez que vos parents vous disent ça parce que c'est normal. Non, c'est normal pour eux. C'est pas que c'est pas normal pour les autres, c'est simplement que ça, ce sont ce qu'on appelle des croyances qui peuvent être très bonnes pour certaines personnes, mais pas forcément fastes pour d'autres. Donc c'est bien, c'est pour trouver à un moment donné, faire la part des choses, et ça c'est que du bon sens, qu'est-ce qui me met dans un certain confort? De me coucher tard ou de me coucher tôt, de me lever tard ou de me lever tôt. Là, chacun va voir midi à sa porte. Chacun pourra choisir ou peut choisir. Et parfois, ils ont su faire ça, aller à l'encontre de tous ces trucs de dire il faut se lever tôt pour réussir sa vie. Si on prend à la lettre, c'est ça. Bien sûr, je sais que sur le fond, c'est pas ça. Quand on dit l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. Mais si on prend simplement de façon brute, eh ben c'est ça. Les gens pensent que faut se lever tôt pour réussir sa vie. Et quand vous, justement, est-ce qu'on parle, alors vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, mais je reviens un peu là-dessus, ouais. Parle-t-on avec un footballeur comme on le ferait avec un cycliste? Et inversement, vous voyez, quelles sont les spécificités? Alors moi, je parle pas. Alors il y a des spécificités qui sont liées au sport. Soit c'est un sport individuel, soit c'est un sport collectif, soit c'est un sport et à la fois collectif et individuel. Donc toutes ces choses-là, mais en règle générale, les comportements humains sont les mêmes. Après, bien sûr que si on est en règle générale dans le vélo, on va plutôt avoir des gens autour de nous positifs qui vont nous encourager sur le bord de la route. Ceux qui ne nous connaissent pas, ils ne prêtent pas attention, parce que dans le football, on a une équipe qui est pour nous, un stade qui va être pour nous quand on est à domicile, normalement, et un stade avec un public qui sera contre nous quand on est à l'adversaire, chez l'adversaire. Ça n'existe pas dans le vélo, dans le football, par exemple. Donc, il y a des différences comme celle-ci. Pour autant, l'être humain réagit aux mêmes problématiques et les mécanismes sont quasiment les mêmes, les leviers sont les mêmes. La motivation, la concentration, la confiance en soi, l'estime de soi. Vous parliez justement du stade adverse, du côté comme difficulté. Justement, quelle est la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée chez les cyclistes? C'est le fait de leur donner la possibilité de penser qu'ils peuvent gagner et que la victoire n'appartient pas qu'aux autres. Ça, c'est une chose. Il y a certainement moins de confiance en soi chez les cyclistes en général. C'est-à-dire en général, quand on voit de l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas confiance en eux, ça veut dire qu'ils gagnent beaucoup moins souvent que dans d'autres sports, par exemple le football. Donc ils seraient parfois en sous-estime d'eux-mêmes, beaucoup plus que les footballeurs. Ils pourraient être en surestime d'eux-mêmes, parfois. Parce que même quand tu es footballeur, même si t'es pas bon, tu vas gagner une fois tous les 3 matchs. Donc tu gagneras au moins une fois par mois, une fois. Et c'est pas toujours le cas. C'est pas le cas dans le monde du vélo où tu gagnes pas des fois pendant 2 ou 3 ans, hein, 4 ans parfois, 5 ans, 10 ans. Donc c'est pour ça que l'estime de soi est revisitée.
c'est ni bien d'avoir trop d'estime en soi, ni pas assez. Trop de confiance, c'est pas assez. Il y a un juste milieu. Et c'est là qu'il est bon de travailler. On a un phénomène qui est assez récent aujourd'hui, enfin assez récent, j'exagère un peu, mais on a pas mal de jeunes très prometteurs qui ont abandonné leur carrière avant même qu'elle ne commence. Et c'est un phénomène qu'on constate ces derniers mois de façon plus récurrente. Est-ce que le cyclisme n'est pas devenu trop exigeant avec beaucoup d'entraînement très très axé sur les chiffres, les capteurs de puissance, très mécanique on va dire? Est-ce qu'on peut être un sportif de haut niveau sans prendre du tout de plaisir? Et est-ce que justement ce phénomène dont je suis en train de parler, vous le constatez ou vous avez pu le constater chez éventuellement des jeunes que vous avez pu aider justement à se sortir de ce côté très oppressant du sport? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de changements, mais le changement est nécessaire. Sinon, on perd le fil de la vie, de l'action, du sport, du métier, etc. Donc, il y a une adaptabilité du sportif de haut niveau qui soit s'adapte à un métier, soit crée le métier ou crée la puissance du métier. On voit par exemple dans le football, et aujourd'hui une mutation. On a des joueurs de 18 ans qui deviennent tuteurs de leurs parents. C'est-à-dire qu'ils gagnent tellement d'argent qu'ils vont devenir tuteurs, ils vont donner de l'argent ou donner des emplois, un emploi dans leur environnement, que ce soit agent, que ce soit intendant, ou le père va être responsable de leur micro-entreprise de joueurs, et ces joueurs deviennent tuteurs de leurs parents. Parce que les parents ne travaillaient pas et le gamin gagne beaucoup d'argent, il va transmettre, ça part d'une très belle intention. Pour autant, c'est pas logique dans la conception psychologique ou dans la construction de l'être humain. Donc là, il faut être vigilant. Et on a aussi une exigence, vous parliez des capteurs, ces nouveautés, il faut faire avec. Pour autant, il est bon aussi de remettre le sport et l'activité sportive au cœur de la réflexion. Ça, c'est vraiment essentiel. Sinon, on se disperse et on va en faire des frustrés. Il y a aussi autre chose qui intervient, c'est le fait que les joueurs sportifs sont maintenant professionnels, ça devient professionnel, ça veut dire que en plus des professions ou des orientations professionnelles que pouvait avoir un enfant de 13-14 ans, les parents savent maintenant que le football et le cyclisme peut devenir professionnel et on peut en vivre et très bien en vivre. Ce qui veut dire que ça devient aussi une orientation professionnelle pour les parents, une sécurité. Donc les jeunes ne font plus ça forcément, c'est pas tout ça. Ils sont passionnés au départ, mais ils sont passionnés parce qu'il y a aussi une issue professionnelle et non plus passionnelle comme on avait nous à notre époque. Où finalement, on devenait professionnel parce qu'on passait des étapes, on était passionné, on gagnait, on avançait, on rechangeait d'équipe, on remontait d'un niveau, etc., etc. Et finalement, on devenait professionnel parce que c'était une suite logique quand on était nous. Aujourd'hui, on se rend compte que le professionnalisme dans beaucoup de sports, notamment dans le football, mais dans d'autres sports aussi, on est professionnel avant même d'avoir joué des matchs au plus haut niveau. À 16 ans, on peut être professionnel et signer 5 ans, par exemple, dans un club, alors qu'on n'a jamais joué en pro, en Ligue 1 ou en Ligue 2. Mais on a signé un contrat pro. J'ai même vu et accompagné un footballeur qui avait signé 5 ans professionnel. Il n'a jamais joué en équipe professionnelle pour blessure, parce qu'il n'était pas titulaire. Donc voilà, oui. Donc maintenant, le football, le sport professionnel, c'est bien. Attention aux dérives, attention à ce que on fasse de bons accompagnements, que la reconversion soit anticipée, soit présente le jour où le sportif en a besoin. Donc oui, il y a toute une redistribution des cartes. Avant, on se servait du football ou du cyclisme pour avoir un métier ou avoir une activité à côté. Maintenant, c'est un peu différent. Maintenant, le football peut être une profession. Même en 4e, 5e, 6e, 7e division, il y a certains joueurs qui se disent professionnels parce qu'ils vont gagner 800 € par mois. J'ai juste une question avant de passer à la troisième partie. Ouais. Comment on cohabite avec une personnalité comme Marc Madiot, qui est très présent dans son équipe, et comment on évite des interférences entre des personnalités très fortes
et votre activité. Je suis pas sûr d'être très clair. Si, très clair. Bah si, vous l'êtes. Moi, alors, connaissant le poste d'entraîneur, de manager de club, pour moi, ça n'a pas été compliqué. Je me suis simplement dit, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir autour de moi comme personne? Ah ben, je leur dis, bah, pas quelqu'un qui marche sur mes plates-bandes, pas quelqu'un qui parle tactique, pas quelqu'un qui parle physique ou autre chose. Donc, je me suis mis réellement dans une posture d'accompagnant qui n'était là que pour transmettre de belles choses, qui était là que pour accompagner et donner des réponses aux questions que les gens peuvent se poser. Et à aucun moment, je rentre sur la tactique, la stratégie ou sur la qualité des vélos ou sur c'est pourquoi dans le vélo c'était jamais, je me serais jamais permis. Et donc à partir de ce moment-là, on est véritablement des alliés et on est là pour et avec Marc, je peux en parler vraiment, ça a toujours été nickel avec un fonctionnement mais vraiment très très bien. J'ai jamais premièrement parce que s'il y avait quelque chose, c'est lui qui me demandait de venir. C'était jamais, je me suis jamais imposé, jamais. Et ça, ça a été sincèrement magique. Moi, j'ai trouvé une très très belle personne, que ce soit Marc, Yvon, Fred Grapp et toutes les personnes avec lesquelles j'ai côtoyé dans mon vélo, Manu Hubert et Bernardo, j'ai vraiment eu la chance de côtoyer de très belles personnes parce que aussi ils savaient pourquoi j'étais là. Eh ben, on va en parler un petit peu dans la troisième partie. Dans la troisième partie, c'est juste, je vais vous poser des questions et vous allez juste me dire, vu que vous avez côtoyé quand même, que ce soit des managers ou que ce soit des coureurs importants, bah vous allez juste me dire, me répondre quel est celui qui vous a le plus marqué à chaque fois. Donc par exemple, je vais vous demander quel est le coureur qui pour vous que vous avez croisé et que vous trouvez le plus fort mentalement. Alors celui qui m'a le plus marqué, je crois que tous alors là, c'est pas vraiment complètement en touche. Hein. Je dis simplement que tous les cyclistes avec toutes les personnes à partir du moment où elles vont tirer le maximum d'eux-mêmes, ça veut dire qu'elles sont fortes mentalement, parce qu'elles se seront servies de leur mental pour tirer la quintessence de leur potentiel technique, quintessence de leur potentiel stratégique et tactique, et la quintessence de leur potentiel physique. Et c'est ça le but du jeu. Et si ils y arrivent, eh bien, ils finissent leur carrière en n'ayant pas de regrets. Et c'est ça le mental. Le mental, il permet à chacun d'être au maximum de ses possibilités. Et ces possibilités-là, on les a. Il s'agit simplement d'aller les chercher et les mettre au bon endroit, au bon moment. Oui. Alors, je sais pas, moi j'ai bien aimé William Bonnet, parce que je sais ce qui lui est arrivé après être tombé sur le Tour de France à chute, et je l'ai accompagné et je l'ai vu ne pas pouvoir marcher, ne pouvoir que marcher dans un état terrible, et qu'un an après, il était encore sur le Tour de France. Là, sincèrement, chapeau, c'est un grand bonhomme. Le coureur le plus original, parce que j'imagine que vous devez aussi croiser des personnalités atypiques. Ça en fait partie. Moi j'ai adoré au niveau originalité. Alors, il y en a beaucoup. Alors Jérémy Roy par sa capacité à se mettre hors vélo, et avoir des connaissances ouvertes surtout. Ça j'ai beaucoup aimé, mais j'ai bien aimé aussi Johan Ofredo avec c'est ce côté à la fois fantasque mais à la fois structuré et positionné. J'ai bien aimé beaucoup de coureurs. Donc bien sûr Freddy Bichot qui avec ses moyens, parce que je crois qu'il avait des moyens, hein, mais qu'il a fait ce qu'il voulait faire et qu'il est allé au bout du truc. Ça c'est génial. En cyclisme, sur piste, j'ai eu la chance d'accompagner, avant qu'il soit champion du monde 7 fois, François Pervis. Donc là c'est pareil. Lui, il est allé, à un moment donné, il me dit, j'aimerais être champion du monde. Et il a réussi son challenge en me disant, Denis, j'ai besoin de toi. Non, il a jamais eu besoin de moi. Et il le sait. Il l'a fait par lui-même. Je l'ai accompagné, mais
il l'a fait seul. C'est ça qui est magique. Parce que lui, il a su aller rechercher tout le potentiel qu'il avait en lui aussi. Ah, ok, on l'accompagne, on l'aide, on lui donne des clés, des outils pour y arriver. Mais finalement, il était autonome, à l'issue de l'accompagnement, il était autonome pour aller rechercher 7 titres. Ça, c'est aussi intéressant. Dans mon cyclisme, après, moi j'adore. Alors, mentalement, c'est Madio, hein, comme manager. Parce qu'il est sur le vélo, il est aussi en retrait, il est aussi il est partout et c'est partout. Il a une force mentale terrible. Il est capable de se relever quand les coureurs font pas les choses comme il faut, il est capable de trouver les bons mots, il est capable de... C'est ça la force mentale, c'est pas que qu'en pédalant il a puissance, la finalité, ouais, après je sais pas, il y en a plein d'autres. Est-ce qu'il y en a un, et sachant que la question c'est est-ce que qui, entre guillemets, vous a surpris, mais c'est surpris lui-même, c'est-à-dire est allé au-delà de ce que tous les deux, vous pouviez penser qu'il puisse faire? Je pense François Pervis, même s'il avait l'envie, je pense qu'il s'est surpris dans le surpiste. Après, encore une fois, le challenge était d'être satisfait de lui-même. J'ai accompagné aussi un coureur sur une course, mais c'est ça, la surprise, c'est de se dire putain, mais j'ai les qualités pour m'en sortir tout seul et le faire par moi-même. Et c'est ça qui est puissant et qui pour moi est magique. J'ai un coureur qui m'appelle aussi pour mes directeurs sportifs qui m'envoie un coureur et ce coureur était un petit peu perdu sur dans l'instant il avait le potentiel mais il avait pas de tête. Et puis finalement c'était pour le Grand Prix de Fourmies et la veille, l'avant-veille, il m'appelle le coureur et je discute avec lui, je le connaissais même pas, je l'ai jamais vu encore maintenant je l'ai jamais vu. Et le lendemain il gagne le Grand Prix alors qu'il n'avait pas gagné de course Pro Tour, qui est une course Pro Tour apparemment à l'époque. Donc c'est aussi, c'est ça la beauté du métier que je fais, c'est que on donne la possibilité à l'autre de gagner tout seul, quoi. Et il faut savoir se mettre en retrait et à aucun moment lever les bras en même temps. Parce que ça, c'est un leurre. Parce que après, vous avez l'impression de gagner pour eux, avec eux, grâce à eux. Ils ont l'impression de gagner avec vous, grâce à vous. Il y a deux choses. Il y a celui qui a le potentiel et celui qui peut déclencher ou sortir les freins et enclencher de très belles choses pour que la personne puisse être heureuse, satisfaite à la fin d'une carrière. Alors, j'ai 3 dernières questions à vous poser. Enfin, c'est des questions un petit peu d'actualité, donc j'essaie de trouver les thèmes sur lesquels on pouvait rebondir. On a 2 grands champions, un grand champion, une grande championne, qui sont en cours. Alors j'ai Christopher Froome qui s'est lourdement blessé cette année. Il y a Pauline Ferrand-Prévot qui vient de se faire opérer. Alors comment on peut revenir après de telles blessures ou de tels problèmes, et comment on arrive en tant que coach mental? Et c'est intéressant parce que vous avez parlé de William Bollet tout à l'heure. Alors je sais pas si vous l'avez accompagné dans son parcours, mais justement comment on accompagne ce type de sportif dans ces moments-là? Écoutez, ça va être un petit peu pratique, pas mal absurde. Je me souviens très bien que l'aîné Vaugondi, du jour au lendemain, il s'est retrouvé sans pouvoir courir. Vous lui avez trouvé un problème au cœur et il s'est retrouvé en février, si mes souvenirs sont bons, février, mars, avril, même jusqu'à mars, avril, sans avoir la possibilité de monter sur un vélo ni de courir. Et il m'a dit c'est fini pour moi, je suis pas bien, c'est incroyable, mais j'ai fini le vélo. Mais je dis non, au contraire, tu devrais être satisfait de ce qui se passe là. Si jamais il trouve quelque chose qui te dit que tu vas pouvoir reprendre, on en rediscutera. Et donc il a pu reprendre, et là il me dit mais Denis, tu te rends compte, quel est ton vœu? Il me dit c'est d'être champion de France de nouveau. Et je dis oui, et c'est quand le championnat de France? Il me dit c'est fin juin. Donc il avait, je crois, il avait rien fait pendant au moins 3 mois, je crois. Et derrière ça, il a fallu qu'il remonte sur le vélo. Et trouve-moi les moments ou les choses qui pourraient être profitables pour toi d'être blessé maintenant, d'être sans activité maintenant. Je
Puis tout de suite, tous disent, bah aucune, je peux rien faire, je suis énervé, je vois les autres courir, ça m'angoisse, je sais que je vais pas atteindre mes objectifs, etc. Et donc le sportif a tendance dans ces moments-là de dire qu'il est le pire, dans le pire état possible. Et je dis, on va essayer je t'ai dit, je vais t'accompagner à te dire peut-être qu'il y a des avantages. On va essayer d'aller les retrouver. L'avantage, c'est que quand tu vas revenir, tu vas avoir une expérience où tu as souffert, où c'était très difficile. Et donc, tu auras cette expérience que beaucoup d'hommes ou de sportifs n'auront pas connue. Tu auras aussi peut-être le fait de revenir et d'être en forme à un autre moment et pas forcément en même temps que les autres. Quand le mois de juin arrive, par exemple, sur les championnats, peut-être que certains coureurs sont déjà fatigués, ou d'autres préparent le Tour de France. Donc tu peux aussi arriver avec la fraîcheur et pourquoi pas être pleine peau au bon moment, ce jour-là. Voilà. Et qu'est-ce que tu peux avoir d'autre? Donc on va travailler sur tout ce qui peut être profitable et qui pourrait apporter à l'athlète quelque chose que les autres n'auront pas. Donc et c'est sur ce travail-là qu'il est nécessaire de faire. Donc quand on me dit oui, lui il a pas bossé pendant 2 mois et qu'il s'est blessé, mais peut-être aussi parce que le corps avait besoin aussi de ça. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, j'en sais rien. Parfois on se blesse parce que le corps a besoin de se reposer et la nature est suffisamment bien faite pour justement nous rappeler à l'ordre. Ou alors que dans la tête ça va pas forcément bien et que la blessure nous permet de calmer un petit peu notre tête. C'est possible aussi. Je dis pas que c'est une vérité, j'en sais rien, je dis simplement c'est aussi une hypothèse. Et je dis donc derrière tout ça, on doit tirer un enseignement. Voilà. Et c'est de cet enseignement-là qu'on peut grandir et passer une étape et un cap. C'est une question qui est un peu similaire au final, même si le thème est plus tragique. On a Marco Pantani aurait eu 50 ans cette semaine s'il n'était pas malheureusement pas décédé. Comment on arrive à remobiliser, alors que ce soit j'avais marqué un coureur, mais finalement on peut dire un sportif ou même un être humain tout simplement. Un coureur qui plonge. Est-ce que justement vous avez rencontré des cas de personnes qui vraiment plongeaient dans... Là, on parlait tout à l'heure de psychologie, on est un petit peu dans ce domaine-là, quelque part. Justement, qui plongeaient non pas physiquement, mais mentalement. Je sais pas si vous voyez le... Ouais, bien. Par rapport à ça, oui, mais de toute façon, lorsqu'il y a des chocs émotionnels, faut pas croire que on peut être impacté, même si on n'est pas proche de la personne. Par exemple, à toi, qui malheureusement chute et se blesse mortellement. Il se peut que quand on voit les images de cette personne, en direct ou en différé, on peut être impacté par ça. Et ça peut nous traumatiser, nous faire des blocages dans les descentes, ou les blocages dans les paquets, dans les pelotons. Il y a des impacts que l'on voit pas forcément. Donc oui, ça peut avoir un impact. Est-ce que ça nous permet d'être meilleur, d'être plus grand? Parfois ça nous impacte, ça nous bloque. Parfois on va s'en servir, on va dire... pour cette personne-là, je peux pas courir, je suis obligé de m'arrêter parce que c'est pas bien, je me sens pas dans un bon état. Et pour d'autres ou à d'autres moments, on va se servir de ça pour dire qu'est-ce qu'il aurait aimé s'il avait été encore là, mon ami, mon pote, mon coéquipier. Et là, on va dire, il aurait aimé qu'on continue, il aurait aimé qu'on soit content, il aurait aimé qu'on passe une journée de deuil, il aurait aimé qu'on je sais pas quoi. Donc, mais on va se raccrocher à quelque chose qui va nous faire penser à lui. Pour autant, ça doit être, pour moi, ça doit être qu'éphémère cette volonté de tendre vers ça. Parce qu'on peut pas toujours faire pour les autres, mais il faut aussi faire pour soi et pouvoir tenir dans la durée. C'est bien beau de dire, c'est pour lui que je fais cette course, c'est pour un aïeul, c'est pour une personne que j'aime bien, que je vais gagner, mais finalement, ça marche, mais pas tout le temps. Il y a d'autres sources de motivation, même si celle-ci, elle est au fond de nous. Il y a d'autres sources de motivation, et c'est pas ce qui doit nous permettre de ne pas nous entraîner, de ne pas revisiter tout ce que l'on sait faire et tout ce que l'on pourrait mettre en place pour réussir. Il n'y a pas que ça. Et ça aide, mais il n'y a pas que ça. Et j'ai une dernière question qui intéresse la France entière. Oui, lourde responsabilité. Vous avez côtoyé de près ou de loin Thibaut Pinot. Il nous a dévoilé son programme. On sait forcément que le point d'orgue de sa saison sera le Tour de France. Et il y a un éternel débat concernant ce coureur-là sur
le mental. Et d'ailleurs, lui-même le dit, hein, lui-même réagit en interview souvent en disant que justement, on lui attribue un mental assez faible, alors qu'il estime que lui, justement, a un mental assez fort. Vous, qu'est-ce que vous pensez du coureur Thibaut Pinot? Alors, je trouve que c'est un coureur qui est qui a du génie. Alors moi, en tant qu'extérieur, je connais pas trop le vélo, mais comme ça, quand je vois, je trouve il est génial. Il a quelque chose hors norme, et ça, c'est magique. Peu de coureurs ont ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent gagner. Et qu'on décrète, non seulement qu'on décrète qu'il a le potentiel, mais on s'en rend compte, et ça, c'est magique. Derrière ça, aujourd'hui, tout ça, chacun aussi est amené à penser qu'il est bon, qu'il gagne maintenant. C'est le moment. Mais on peut pas le décréter pour lui. C'est lui qui, et lui seul, peut mettre tout en place pour réussir à faire une saison magnifique. Du moins celle qui correspond à ce qu'il est capable de faire. D'accord. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup, Denis.